On n'est pas bien ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et cette série de webinaires qui porte sur la prévention des difficultés économiques dans le monde agricole. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le marché pour comprendre quels sont et quel est l'environnement dans lequel évoluent les agriculteurs, comprendre quelles sont leurs problématiques et surtout expliquer comment nous, experts comptables, on peut les accompagner au mieux dans leur gestion au quotidien et leur faire adopter aussi beaucoup de prudence face à ce marché qui est mouvant et qui est sujet à des prix volatiles. Moi, c'est Pauline Triconnet, je suis fille d'agriculteur, je participe à l'exploitation familiale et je suis surtout en expertise comptable, principalement spécialisée en bénéfices agricoles. Et ces supports, celui-ci et ceux qui suivent, ont été préparés par Alain et moi. Donc moi, je suis Alain Mira, donc comptable retraité. J'ai 42 ans comptable et fiscaliste dans un cabinet comptable de la Marne. Et j'ai passé 15 ans à donner des cours comme professionnel, des cours de comptabilité à l'IDREA pour les futurs juristes experts dans le monde rural et agricole. Voilà, donc aujourd'hui, on attaque une petite série de vidéos pour traiter de la prévention des difficultés économiques dans le secteur agricole. Donc aujourd'hui, premier webinaire sur le marché, on va être extrêmement introductif. Et on va cibler d'ailleurs le marché des céréales parce que la région Île-de-France est principalement composée de céréaliers. Lundi prochain, on parlera stock. On va déjà expliquer eh bien, comment on le traite comptablement, le stock, et comment on l'optimise. Et ensuite, le 9 mars, on différenciera l'IR de l'IS agricole pour conseiller au mieux nos clients agriculteurs. Parce qu'en fait, à l'IR, on bénéficie du régime des bénéfices agricoles avec des avantages qui sont propres à ce secteur qu'on perd à l'IS. Donc, on verra dans quel cas ce régime est profitable ou non en fonction des profils. Exact. Donc, notre présentation, elle part d'un constat qui est celui que la trésorerie des exploitations n'a jamais été aussi basse. Alors, attention, tous nuances, certaines exploitations se portent bien, mais malheureusement, dans la majorité des cas, aujourd'hui, les trésoreries sont extrêmement basses. Alors, elles sont basses, ça peut être pour des raisons personnelles, des prix de cession qui ont été très élevés au moment de la reprise, avec des emprunts qui durent, qui sont élevés. Ça peut être dû à des contextes familiaux aussi, mais c'est quand même en grande partie à cause du marché qui est assez défavorable depuis 5 ans, depuis le Covid. Donc, on vous propose une présentation depuis 2020. Juste avant, on introduit sur la géographie agricole de l'Île-de-France. Donc en Île-de-France, on est principalement sur de la grande culture. 90% de la surface agricole est une terre céréalière, donc qui est composée de céréaliers. Mais on a aussi des maraîchers, des éleveurs, et ça traduit quand même des métiers d'agriculteurs qui sont extrêmement différents. Leurs vies n'ont rien à voir et leurs problématiques non plus. Un maraîcher, par exemple, il va tirer un revenu sur 2 hectares exploités, tandis qu'un céréalier, il va, par exemple, avoir 250 hectares à exploiter pour tirer son revenu. Alors qu'un éleveur, il pourrait exploiter 90 hectares, avoir 200 vaches et tirer son revenu de cette production-là. Le maraîcher, il a des problématiques complètement distinctes du céréalier. Le maraîcher va avoir des problématiques de main-d'œuvre. C'est effectivement très compliqué de recruter. C'est un secteur qui n'est pas très attrayant. Il est physique, il rémunère peu, donc ils ont du mal à recruter. La distribution, c'est aussi compliqué pour eux. Ils sont souvent sur les marchés et leur production est périssable. C'est souvent des produits qui périment vite, donc il faut arriver quand même à l'écouler rapidement. Puis aussi avec une histoire, c'est qu'aujourd'hui, le goût des consommateurs ne colle pas toujours à ce que produit le producteur. Il y a des ajustements qui se font dans la difficulté. Et puis cette catégorie d'agriculteurs a la concurrence des grands marchés, des supermarchés qui, eux, ont une autre politique et qui amènent des tas de produits à des prix différents. Le céréalier, lui, il va avoir des problématiques économiques dès la reprise
Le coût de la cession peut être extrêmement élevé, donc il attaque sa carrière d'office avec des emprunts importants. En plus de ça, pour exploiter 250 hectares, il faut évidemment être équipé. Les charges de mécanisation sont énormes, hein, le prix du matériel flambe. On a aussi des problématiques en tant que céréalier de stockage. Et puis on s'aperçoit depuis 2-3 ans, c'est que si vous regardez le cours des céréales, la tendance est quand même à la baisse, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a le marché international, il y a des concurrences, il y a des pays qu'on aide en échange d'autres choses. Et puis on a aussi 2025, on est la meilleure preuve, une très bonne année en rendement, donc qualitativement et quantitativement bonne, ce qui fait amener beaucoup de produits sur le marché. Et on va dire le fait d'avoir des bons rendements, et en général, quand un agriculteur a des bons rendements, ses voisins et nos clients agricoles, bah, ils ont des bons rendements, ça n'aide pas à avoir un cours des céréales intéressant. Voilà. On a aussi des coûts des intrants. On le verra plus tard juste après sur la présentation du marché, mais qui ont fortement augmenté. Ça baisse nos marges. Et puis, sur le céréalier qui n'est pas forcément propriétaire de toutes ces terres, il y a le coût du fermage qui est quand même important. L'éleveur, lui, il va avoir des problématiques semblables à celui du céréalier. Par contre, du fait de son cheptel, il va avoir des contraintes sanitaires quand même importantes et c'est un métier qui est extrêmement prenant, hein. Les animaux n'attendent pas, ils ont besoin d'une surveillance 24/24 et c'est forcément très prenant. Donc aujourd'hui, on cible les céréaliers parce qu'ils sont majoritaires en Île-de-France. Il faut savoir que la culture de céréales, elle est fortement dépendante au marché mondial qu'on vous présente tout de suite. Donc en 2020, on est en plein Covid-19, le confinement est annoncé, ça crée de fortes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. On a une fermeture des frontières, une pénurie de main-d'œuvre énorme et ça crée du retard logistique très important. Concrètement, ça crée une incertitude accrue sur les récoltes et sur les transports. On se demande comment on va pouvoir continuer à exporter nos productions. Donc, on est inquiet, mais malgré tout, l'offre de céréales, elle ne s'effondre pas cette année-là. Il n'y a pas de crise majeure. La crise, elle apparaît en 2021. On a une hausse progressive des prix des céréales et on a une hausse en même temps du coût des intrants. Donc, finalement, les marges sont assez fragilisées et l'équilibre devient compliqué. En plus de ça, en 2022 arrive la guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, forcément, elle perturbe tout le marché mondial. Déjà, il faut savoir que l'Ukraine, c'est l'un des principaux producteurs de gaz. Et le gaz, c'est ce qui permet de créer l'engrais azoté. L'engrais azoté, c'est quand même nos rendements, nos volumes et notre résultat final. Donc, si l'Ukraine ne peut plus produire du gaz, eh bien, il y a une forte chute de l'offre d'engrais sur le marché, tout le monde se l'arrache et son prix s'envole. Au plus haut, de mémoire, on était à du x6, 6,5. Oui. Et vous imaginez bien qu'un agriculteur qui achetait auparavant pour 10 000 euros d'engrais par an, il tombe à 60 000 euros. Donc forcément, ça fait très très mal. Et c'est une année qui est très compliquée à ce moment-là. Exactement, et en général, il faut aussi savoir que par rapport à un commerçant, un agriculteur n'est pas maître de son prix de vente. Soit il vend à des coopératives ou aux négoces, et il y a plusieurs types de prix. Il y a le prix de marché, et là, le prix de marché, il est comme on dit, le marché monte, baisse, descend. Il y a des prix moyens. Alors là, vous êtes sûr d'avoir un prix moyen, mais ce n'est pas le meilleur. Et puis, vous avez de plus en plus des gens qui font aussi des options pour essayer de se couvrir en cas de hausse et baisse des prix. Donc n'oubliez jamais que dans le monde agricole céréalier, on sème, on plante, on laboure au mois de septembre d'une année N. On va récolter au mois de juillet, août, septembre de l'année N+1. Donc il y a à peu près 9 à 10 mois d'engagement de dépenses. Des rendements avec les conditions climatiques probables, improbables, qui seront ce qui seront.
et les premières ventes se font à l'automne. Et donc, il faut pouvoir tenir 12 mois d'où les besoins en fonds de roulement énormes pour nos exploitants. Et si au démarrage, les prix des entrants augmentent, ben, la fin ne sera pas terrible. En fait, il faut un volume de trésorerie pour démarrer énorme. Et encore plus cette année-là. Alors, cette guerre en Ukraine, elle crée aussi, est perturbée aussi par le blocage des frontières. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est quand même encore le grenier de l'Europe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les productions les plus importantes se font quand même en Ukraine en termes de volume. Et l'Ukraine exporte via ses ports, notamment le port d'Odessa, à peu près 90% de sa production. Et lorsque la région d'Odessa et son port a été bloqué, eh bien en fait, c'est tout le volume de céréales qui est bloqué dans le pays, qui ne peut pas rentrer sur le marché mondial. Ça crée une pénurie énorme sur le marché et les prix des céréales, ils explosent à ce moment-là. Donc finalement, oui, on achète nos engrais cette année-là à un prix exorbitant, mais on vend nos céréales aussi à un prix très élevé. Donc nos marges restent plutôt correctes. Enfin, sont bonnes, mais on va dire on a toujours un décalage dans le temps. Voilà. Donc voilà pour la partie Ukraine. On est extrêmement synthétique, hein. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est pour vous faire un récap des grandes lignes. En 2023, on est face à des chocs climatiques. On a des épisodes de sécheresse très importants, puis des excès d'eau. Donc, nos rendements sont irréguliers, globalement plutôt mauvais. Et en plus de ça, on a les coûts des intrants qui restent encore très hauts. Donc, nos marges sont amoindries, la trésorerie est fragilisée et la trésorerie est encore une fois fragilisée. Donc, ça aggrave quand même la situation depuis 2020. En 2024, on est face à une campagne qui est extrêmement contrastée. Déjà, au moment de la moisson, on a de petits rendements. En plus de ça, les entrants sont encore élevés. Alors, ils commencent à retrouver un cours qui est plus habituel, mais il est encore élevé. Et surtout, est de retour sur le marché les productions ukrainiennes. Il faut savoir que les Ukrainiens avaient stocké, du fait du blocage du port d'Odessa, environ une moisson et demie chez eux. Ce qui fait que quand ils sont de retour sur le marché, ils arrivent avec une moisson et demie d'avance et les volumes disponibles sur le marché sont énormes. Et quand il y a du volume, forcément, les prix chutent très très fortement. Exactement. En plus de ça, 2024, une année compliquée météorologiquement parce que à l'automne, on est dans l'eau, les semis sont extrêmement compliqués et l'implantation dans nos champs est extrêmement mauvaise pour la moisson 2025. Alors, finalement, arrivé moisson 25, les rendements ne sont pas si mauvais que ça. La nature est bien faite et nous aide un peu sur ce point-là. On manque de protéines dans nos céréales, mais globalement, c'est correct. Le problème, c'est que c'est bon partout dans le monde. Ce qui fait qu'il y a une quantité suffisante sur le marché et les acheteurs négocient forcément à la baisse. Et le prix de vente stagne depuis à peu près août. Ce récap depuis 2020 express. Alors, tout ça montre la difficulté de gérer, on va dire, les volumes. Et n'oublions pas non plus que depuis quelques années, le monde agricole subit aussi des contrôles de normes avec des produits de traitement qu'on ne peut plus mettre. Alors, vous entendez, des fois, on interdit, on réautorise, on interdit. Si on prend l'exemple des betteraves, mais les betteraves aujourd'hui, c'est une culture qui pourrait disparaître en France, parce que pourtant, à l'époque, il y a 10-15 ans, c'était la production la plus rémunératrice. Donc, il faut naviguer avec tout ça et c'est pas évident pour le monde agricole et pour le conseil en comptabilité d'avoir une stratégie d'exploitation afin de dégager un revenu qui permet de vivre correctement. Donc voilà, tous ces marchés et on est à l'abri de rien avec l'environnement international que vous connaissez. Voilà, on est
effectivement en lien direct avec les situations géopolitiques. Le marché agricole, il est extrêmement mouvant et surtout, il est en instabilité permanente. Et d'ailleurs, c'est largement alimenté par les décisions politiques. Donc, en France, on a des normes environnementales qui sont extrêmement poussées. On est le pays avec le plus de normes en Europe, avec un mode de culture qui est extrêmement encadré. Donc, on a des normes qui nous sont propres au niveau national pour préserver un maximum nos sols, notre santé, nos consommateurs. C'est génial. Par contre, toutes ces normes, elles font quand même baisser nos rendements. Mais ces avancées scientifiques, elles sont géniales et nécessaires pour notre santé et celle de l'agriculteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculteur, c'est quand même celui qui est en ligne directe et exposé en premier à ces produits phytosanitaires. Et finalement, face à ces normes qui sont quand même très restrictives, on accepte des accords comme le Mercosur qui ne respectent pas nos normes, qui polluent nos assiettes et qui dérèglent ce marché de céréales qui est déjà très tendu parce qu'on a des réactions sur le marché d'anticipation de concurrence à bas coût. En plus de ça, on a un retour du protectionnisme américain très fort, avec des taxes à tout va, qui font complètement fluctuer le marché. Alors, je peux vous en parler de ces taxes que j'ai beaucoup et je connais beaucoup le monde viticole, Champagne évidemment. Et il y a des soirs, vous avez entendu, il y a deux, trois semaines, avec ce qui pourrait ou pas au Groenland, le président américain avait prévu des taxes de 200% sur le champagne et pendant 48 heures, les vignerons avaient un petit peu peur, quoi. Donc aujourd'hui, avant, il y avait des règles. Alors, les règles, elles sont ce qu'elles sont, mais au moins, quand on a des règles, on les a. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement c'est très instable déjà de gérer une exploitation agricole, mais que les règles du jeu peuvent changer en 48 heures. Donc, ça devient un équilibre très compliqué de gérer une exploitation agricole. Et comme le disait Pauline, c'est sûr, quand on entend les informations à la télévision ou au poste, on a l'impression que le Mercosur, c'est que l'agriculture. Mais effectivement, le Mercosur, c'est l'agriculture, mais c'est qu'un des éléments de l'agriculture. Et donc, est-ce que l'alimentaire doit faire partie des grands contrats? Donc, des questions, on va dire, métaphysiques, politiques, géopolitiques, qui sont très complexes, mais effectivement, tout ça ne vient pas dans le bon sens pour nos exploitants. Voilà. Puis après, il y a aussi le sujet de la PAC 2027 qui a un grand point d'interrogation. Le budget alloué à la PAC diminue très fortement et on se demande si nos exploitations, sans ces aides, resteront viables à long terme. Donc forcément, c'est assez défavorable à la remontée des prix des céréales sur le marché. Alors attendez, apparemment, on ne nous voit pas. Si, tout va bien. Petit problème technique résolu rapidement. Donc les constats sur le terrain de toutes ces conséquences et suites d'événements, c'est que ces dernières campagnes, elles ont été fragilisées. Elles ont fragilisé nos trésoreries. Beaucoup d'exploitants n'ont plus de quoi couvrir leurs frais. Et quand même, la force d'un agriculteur, c'est sa capacité à patienter pour vendre lorsque les cours sont hauts. Autrement dit, lorsqu'un agriculteur n'a pas de trésorerie, il va être obligé de vendre sa production à la récolte pour avoir un revenu immédiat et pouvoir payer les intrants qu'il a avancés. Ça, c'est quand même la pire des situations parce que lorsqu'il vend, les cours ne sont pas forcément les meilleurs et il a tout intérêt, mais il faut de la trésorerie pour ça, de stocker pour vendre lorsque les cours deviennent intéressants et où sa marge est intéressante. Certains sont tellement pris à la gorge qu'ils sont même obligés de recourir à de l'emprunt court terme pour la trésorerie. C'est le pire cas de figure. Et alors, il y en a qui patientent, il y en a qui achètent avant. Alors, on peut aussi, la problématique est là, c'est que quand, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut entre le jour où on sème et le jour où on récolte, en gros, il y a 9-10 mois. Donc, alors qu'un commerçant, il achète des chaussures, il revend les chaussures pratiquement dans la quinzaine. Donc, il y a quand même un besoin énorme de fonds de roulement. Donc, les stocks en terre au mois de septembre,
sont des stocks qu'on finance avec des courts termes ou des ouvertures de crédit quand on n'a pas la chance d'avoir de la trésorerie d'avance et qui pourraient être considérés presque comme des quasi-stocks parce qu'il faut bientôt 1 an, 10 mois, 1 an pour pouvoir les vendre. Et puis les primes de stockage, alors c'est toujours intéressant parce que quand vous vendez à la récolte, comme l'a dit Pauline, la récolte, vous vendez au mois d'août, ben, le prix du mois d'août, c'est le prix en général, les rendements sont là, donc les prix ne sont pas les meilleurs. Et souvent, les coopératives ou les négociants vous proposent, afin de ne pas encombrer les silos et les cellules, de vendre en mars avec des primes de stockage, c'est-à-dire que par quinzaine, vous touchez 1 ou quelques euros de plus. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et ce matin, j'ai regardé le cours du jour du blé à Rouen, donc départ Rouen, c'est-à-dire 185, 190 euros. Mais il faut déduire les frais d'OS, donc des organismes de stockeurs, de 10 ou 15 euros. On arrive à des prix de vente à l'exploitant de 140 à 150 euros. Et le prix de revient d'un quintal de blé, alors par chez nous, en Ile-de-France ou en Champagne, c'est de l'ordre de 120 à 130. Donc il ne reste pas grand-chose. On arrive à des cours du jour qui deviennent pratiquement à l'exploitation, pas prix départ Rouen, égal au prix de revient. Donc aujourd'hui, la difficulté, et si en plus parce que souvent on disait quand les primes de stockage étaient intéressantes, si les primes de stockage sur 6 mois étaient plus intéressantes qu'un court terme sur 6 mois, allez-y, on va le faire. Au contraire, on a une petite chance de gratter un peu de sous sur la finance. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ça. Et comment dire, les coopératives aussi commencent à avoir de sérieux problèmes parce que le cours mondial, eux, ils le vendent, mais ils doivent aussi financer comment dire, des coopératives, des silos, des structures, des équipes, des chercheurs, etc. Et donc aujourd'hui, on a une difficulté à imaginer l'agriculture de demain dans de bonnes considérations. Et malheureusement, j'ai eu le cas pour un client qu'on a reçu avec son banquier et le directeur administratif d'une grosse coopérative de France. On les recevait tous ensemble pour négocier un prêt court terme de trésorerie pour cet agriculteur qui en fait avait des dettes très importantes dans cette coopérative. Et le DAF de cette COP était là pour le défendre et expliquer que le cas de cet agriculteur n'était pas du tout isolé. En fait, il avait des dettes sur 1 année et demie, voire 2 ans d'intrant. Et il nous expliquait que c'était un cas assez classique, que dans leur coopérative, près d'un agriculteur sur deux n'était pas capable d'acheter et de payer ses intrants sortis de COP. Il les payait sortis de moisson, une fois qu'ils avaient des revenus. Donc toujours avec un décalage énorme, ce qui crée des encours clients à la coopérative très élevés. Et ce DAF, il est allé encore plus loin en nous expliquant que pour préserver nos petites fermes, en tout cas le schéma actuel, eh bien, les coopératives étaient obligées de financer cette avance de trésorerie si on voulait préserver nos fermes et entre guillemets servir de banque. Voilà. Donc le plan, aujourd'hui, donc l'introduction était un peu longue. Tu vas revenir sur... Non. Il y a une question là. On répondra aux questions. On vous laissera un quart d'heure, 20 minutes pour faire face aux questions et donner des réponses. Voilà. Donc, la stratégie d'une exploitation agricole, juste tout ce qu'il vient de dire, c'est qu'il faut bien produire, parce que si vous ne semez pas à la bonne époque, etc., ou si vous ne soignez pas les animaux, on va dire qu'il va se passer quelque chose de pas marrant, comme on pourrait dire, j'achète pas de semences et comme ça je fais une économie, mais bingo au mois d'août. Et puis, comme tous mes profs d'économie agricole me disaient toujours, mais il y a plus de 40 ans, vous allez vous lancer dans la fiscalité et la compta agricole, n'ayez pas peur, on aura toujours faim. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais quelque part, l'exploitant, lui, il faut qu'il se débrouille avec les outils qu'il a. Donc, un petit rappel, le revenu agricole, c'est comme une exploitation professionnelle commerçante. C'est un indicateur financier, mais pas seulement. C'est un indicateur de viabilité, de résilience et de décision. Comment on obtient ce résultat agricole? C'est tout simplement, dans un premier temps, c'est les revenus agricoles de l'exploitation, donc c'est les recettes d'activité agricole. Alors ça va être le nombre de quintaux de blé par le prix de vente, le nombre de tonnes de betteraves par le prix de vente, le nombre de quintaux de colza, donc toutes les céréales que vous pouvez imaginer. Ça va être aussi la production animalière, donc les ventes de
de bovins, d'ovins, de chevaux, et puis aussi tous les produits issus de l'exploitation, tels le lait, le miel, pour ceux qui ont du miel, mais c'est des choses un peu marginales. Et puis tout ça va vous faire, et puis les ventes de champagne, hein, évidemment, le champagne étant du raisin qui a bien tourné pour nous en Champagne du côté de Reims. Donc tout ça, c'est les recettes céréalières. On va donc y mettre aussi les primes, ces fameuses primes PAC, primes agricoles ou diverses et variées que vous entendez. Alors un peu d'histoire, avant 93, on avait un cours fixé par l'Europe et des compléments de primes, on avait un cours lié à la quantité. Après 93 sont arrivées cette fameuse politique agricole qui a laissé un cours de base qui est proche du marché mondial amélioré en Europe, parce que pour le marché mondial, il est compliqué, hein. Et on disait aux exploitants, vous allez toucher une prime par hectare. Donc, quel que soit le rendement, vous faisiez 40 quintaux de blé ou 70 quintaux de blé, vous aviez une prime égale. Et puis après, c'est arrivé, vous allez toucher les primes à condition que vous verdoyez un peu l'agriculture. Donc moins d'intrants, donc ce qui se comprend hein, quelque part. Mais tout ça, conséquence, au bout de 30 ans, les recettes agricoles ont fortement diminué. À ça, bah, vous avez un peu de revenus financiers qui sont les parts, en général les parts sociales de coopératives qui vous donnent un dividende, mais qui ne va pas très très loin. Donc, une fois que vous avez la production, la capacité à produire d'un exploitant agricole, vous avez les charges d'exploitation. Donc, toutes ces charges qui sont au démarrage, les charges d'entrants, les semences, les engrais, les produits de traitement et le carburant, qui est souvent une charge très importante. En général, pour nos exploitations céréalières, c'est de l'ordre de 100 litres hectares pour une année. Donc, vous voyez, si vous avez 250 hectares, comme l'a dit Pauline, ça fait 25 000 litres de fuel à 1 euro et des poussières. Donc, ça fait une charge aussi très importante. Les charges d'entretien, le fermage, et puis après, le coût des salariés et des charges sociales des exploitants et des salariés. Et puis, vous avez aussi les amortissements qu'il ne faudra pas oublier tout à l'heure dans notre raisonnement. En plus des produits et des charges exceptionnelles, donc en général, c'est souvent des plus-values ou de vente de matériel, et vous aboutissez à un résultat comptable. Mais ce résultat comptable, il est ce qu'il est. Pour gérer une exploitation agricole, ce n'est pas tout à fait utile. Enfin, c'est bien parce que c'est ce résultat comptable. Et comme nous sommes entre comptables, vous savez qu'on n'a pas encore été capable de dire le résultat comptable sert à la fiscalité. Il va falloir que vous travailliez votre résultat comptable par des divers à déduire et divers à intégrer pour aboutir à un résultat fiscal sur lequel vous aurez l'impôt à payer et les charges sociales à payer à la MSA. Donc, dans toutes nos exploitations, vous avez des charges qui entraînent une sortie de trésorerie. Hein, j'achète de l'engrais, j'ai donc une charge compte 6, j'ai une dépense, je paye ma dépense et j'ai moins de sous en banque. Et l'inverse, je vends du blé, donc j'ai un produit, j'ai une créance, j'encaisse la créance et j'ai de l'argent dans ma trésorerie. Donc, ça, c'est des charges qui sont liées à une sortie financière de l'exploitation. Et puis, vous avez les charges calculées, qui sont les amortissements. Et comme on l'a dit en introduction, quand vous voyez le poids du matériel, par exemple les tracteurs, les moisse-battes, les laits, enfin, bon, si on prend un producteur de lait, les laiteries ou les serres pour les maraîchers, on a des amortissements qui ont un poids énorme dans nos exploitations agricoles. Mais ces charges-là d'amortissement ou de provision, ce sont ce qu'on appelle des charges calculées, c'est-à-dire qui n'ont pas entraîné de sortie de trésorerie. Donc, le bon critère pour avoir une analyse stratégique et utile à la gestion de l'exploitant, c'est de calculer par rapport à l'autofinancement, c'est-à-dire de rajouter ces charges calculées, amortissement, provision. On va appeler ça un autofinancement, qui est la capacité de l'exploitation à générer de la trésorerie. Et cette trésorerie, à quoi elle sert? Donc, elle doit permettre, et ça, il faut l'avoir en ligne de mire. Et moi, j'aimais toujours bien raconter une histoire à mes exploitants. Ça doit, rembourser le capital des emprunts que vous avez fait il y a 1 an, 3 ans, 4 ans. Donc, ça, c'était leur dire, vous allez régler le passé, vous payez le passé. Vous financez les investissements. Donc, il faut une capacité d'autofinancement pour, cette fois, préparer l'avenir, pour renouveler du matériel, racheter peut-être du foncier, enfin, tout dépend ce que l'on envisage. Et puis, n'oublions jamais qu'il faut vivre. Donc, il faut assurer un résultat à l'exploitant, mais un résultat qui inclut la protection sociale et l'impôt.
sur le revenu. Et là, c'est gérer le quotidien. Donc, cette capacité d'autofinancement doit toujours, dans vos prévisions avec l'exploitant, être à zéro, entre guillemets. Alors, on n'arrive jamais à zéro, hein, parce qu'on est soit au-dessus, soit en dessous. Si vous avez plus de besoins que d'autofinancement, ça sous-entend qu'il va falloir, il y aura des difficultés de trésorerie. Mais là, c'est est-ce qu'on peut jouer sur les remboursements de capital d'emprunt? C'est très difficile. On ne peut pas dire au banquier, cher ami, je paierai plus tard. Hein, il va vous dire on paye maintenant. Il peut renégocier les emprunts, etc. Financer les investissements, c'est possible. On peut les reculer, les faire demain. Et aussi, souvent, ce qui se passe, c'est l'exploitant qui ne prend pas de revenus ou qui réduit son revenu. Et si, par bonheur, on a plus de capacité que de besoin, et là, c'est le Graal, on a de la trésorerie disponible qui peut être placée ou qui peut être réinvestie dans autre chose. Donc voilà, la stratégie est avoir comme notion, donc à partir de là, il va falloir que vous travaillez en disant, est-ce que je dois calculer le prix objectif de mon exploitation? Pas le meilleur prix. Moi, j'ai jamais vu. Quelquefois, j'ai vu des meilleurs prix, mais c'était le coup de chance. Ce jour-là, le monsieur a décidé, parce que son copain l'a dit, il a vendu, ce jour-là, c'était le meilleur prix. Mais vous devez déjà avoir un prix objectif qui couvre vos charges et qui permet de faire face aux besoins fondamentaux de l'entreprise. Et avec ça, quand vous êtes dans ce prix-là, ben vous êtes performant par rapport à vous-même. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir le meilleur prix. Si vous l'avez, c'est très bien. Mais rien que déjà de couvrir ça. Et après, cette stratégie vous permettra de voir comment va aller votre exploitation dans 1 an, dans 5 ans, etc., etc. Donc, une fois qu'on en est arrivé là, on a quand même des leviers d'optimisation du résultat. Et là, pour les faire fonctionner, on va s'intéresser aux postes comptables qui sont les plus importants. Il s'agit toujours des intrants et du matériel. Les intrants, on peut les améliorer déjà en termes de prix et ensuite de quantité. Déjà en termes de prix, il y a des moments de l'année où le cours est globalement plus avantageux, souvent en morte saison, mais il faut une capacité de stockage. Ce qui est intéressant aussi quand on est agriculteur, c'est de rester flexible sur le choix de ses intrants pour profiter des avantages de la COP, des négoces, parce que en fonction de leur négociation, eh bien, ils peuvent avoir des produits semblables à celui qu'on avait prévu dans notre assolement, qui fonctionnent aussi et qui sont plus avantageux. Donc, toujours rester flexible. Ensuite, certains agriculteurs se regroupent pour acheter en groupement. Ils ont une force de négociation grâce au volume qui est plus importante qu'un indépendant qui ne peut pas se permettre ça. Par contre, forcément, toutes ces manœuvres pour influencer sur le prix, ça nécessite de la sortie de trésorerie avant moisson. Donc, il faut malgré tout avoir de la trésorerie d'avance pour se permettre ce genre de mécanisme. Ensuite, on peut aussi, bien sûr, jouer sur les quantités achetées. Il faut savoir que le prix des intrants est extrêmement cher. Hein. L'agriculteur doit optimiser un maximum. Dans tous les cas, il produit et fait de l'agriculture qui est raisonnée. Voilà, c'est ça. C'est de plus en plus vrai. On parle de l'agriculture verte, bio, enfin tout ça, ce sont des agriculteurs avec une philosophie d'exploitation. Mais on a quand même globalement tendance à voir le monde agricole rentrer dans un schéma d'agriculture raisonnée. Hein, il y a toujours besoin d'engrais parce que, on va dire, le sol, il donne ce qu'il peut, mais s'il n'y a pas d'engrais, ben, on va dire, c'est un peu de la vitamine, quoi, quelque part. Et pour les produits de traitement, je peux vous garantir qu'en 42 ans de comptabilité, le poste 602-13 qui était les achats de produits de traitement, je l'ai vu fondre. Alors, il y en a toujours des produits. Bon, vous voyez, hein, on a des climats, il y a de l'humidité, il y a des champignons, il y a aussi des choses. Mais on est quand même dans un monde où l'agriculture, où les agriculteurs ont pris conscience du phénomène. Et en plus, on a une génération de jeunes agriculteurs. Et on voit que ça va plutôt dans un sens de raisonnement logique et raisonné. Voilà. Et il faut savoir aussi que l'agriculteur, il ne travaille pas seul du tout. On travaille toute l'année avec notre technico-commercial, avec des ingénieurs agronomes qui font des prélèvements sur nos sols, qui nous aident à adopter un mode de consommation des phytos, des intrants qui est le plus juste possible. C'est
quand même de la grande précision. Et on utilise aussi du matériel agricole qui est extrêmement, énormément changé depuis 50 ans. Ça n'a plus rien à voir. On est très précis dans notre dosage. Ensuite, un autre levier d'optimisation du résultat, en tout cas un poste sur lequel il faut avoir de la prudence, c'est le matériel. Le matériel, il doit toujours être fait pour durer. Il doit être fait pour durer, il faut le réparer un maximum et surtout faire la balance réparation ou achat d'un nouveau matériel. Au bout d'un moment, forcément, il faut en changer. Mais il faut savoir quand même que le prix du matériel, il a explosé. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai lu il y a un article sur la France agricole il y a 2 semaines qui est très intéressant dessus, qui explique que le prix du matériel, il a pris 30-40% là depuis 2020. On est sur un vrai effet ciseau, parce que les trésoreries sont extrêmement basses, mais malgré tout, on a besoin de ce matériel pour travailler. Et il y a de plus en plus d'informatique embarquée dans le matériel. Oui. C'est aussi du matériel, j'allais dire, on va dire, j'ai un peu de recul, mais j'ai pas vu les chevaux dans les exploitations agricoles. Mais on va dire ceux qui étaient exploitants dans les années 50-60 sont passés d'une agriculture, on va dire, 19e siècle à une technologie matérielle. Le matériel évolue encore, mais il évolue pas il évolue techniquement, mais on est aussi avec de l'informatique embarquée qui vous permet de travailler, et même dans certains exploitants, de ne pas piloter l'engin et vous pilotez depuis votre bureau avec des leviers. Et puis, on voit aussi arriver de plus en plus le drone pour surveiller, pour faire des traitements dans les exploitations agricoles. Pour vous donner un ordre d'idée, juste pour avoir des chiffres en tête, sur une moissonneuse neuve, il n'est pas rare d'atteindre un prix d'1 million d'euros. Sur un tracteur neuf, on peut atteindre facilement du 300 000 euros. Donc, c'est des coûts qui sont énormes. Et pourquoi il y a eu une telle augmentation depuis 2020 ? C'est dû aux crises successives qu'on a présentées précédemment, qui ont fait flamber le coût des matières premières. Et la matière première sur un matériel agricole, c'est à peu près 40% de son prix. Donc ça justifie aussi l'augmentation. Et ce qui justifie aussi l'augmentation, c'est toutes ces nouvelles normes et le prix d'un moteur a doublé depuis 20 ans du fait des normes environnementales. Pour les rendre moins polluants, eh bien, ils ont des composants très très onéreux qui font doubler leur prix. Donc finalement, l'agriculteur, il doit toujours faire la balance entre prix de réparation et acquisition d'un nouveau matériel, nécessité réelle. Et l'acquisition est indispensable pour changer son matériel. Et ne pas le surdimensionner par rapport à ses capacités. Parce que quelquefois, il y a des achats plaisir. Plaisir, quand même, il faut le dire. Et le meilleur conseil, je pense, que peut donner un expert comptable, c'est à son agriculteur, c'est de fonctionner toujours à contre-cycle. Forcément, à la fin d'une bonne moisson, tout le monde a de la trésorerie, tout le monde est en capacité d'acheter et les concessionnaires augmentent leur prix naturellement. Si vous fonctionnez à l'inverse du marché, lorsque les agriculteurs ont des trésoreries assez basses, les concessions agricoles ont un stock sur leur plateforme énorme et sont obligés de brader pour continuer de tourner. Donc c'est toujours à ce moment-là que les meilleures affaires se font. Focus sur les intrants avec un peu d'agronomie. Comment les réduire ? Déjà, les engrais, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on est agriculteur, on est accompagné, on travaille avec nos technico-commerciales, avec nos ingénieurs agronomes. Et surtout, on fait des analyses de sol. Alors, c'est un exemple, il n'y a pas que ça, mais par exemple, pour les engrais, on tient le RSH, donc le reliquat sorti d'hiver, qui nous permet de quantifier notre azote minéral qui reste dans le sol après l'hiver. Et ça aide à déterminer combien d'engrais azotés il faut apporter sur l'année suivante. On utilise aussi l'outil FarmStar, qui est un outil d'aide à la décision agronomique, qui est basé sur des images satellites, des références agronomiques et des données terrain, dont le RSH fait partie justement.
Et ces ensembles d'outils nous permettent de calculer au plus juste nos besoins d'engrais et donc les quantités. Ensuite, on met énormément, on utilise beaucoup de seconde culture en implantant des engrais verts. Donc, c'est des cultures qui permettent d'éviter le lessivage de l'azote et de contenir une quantité suffisante dans le sol pour ajouter de l'engrais au minimum l'année suivante. Ensuite, concernant les phytos, forcément, ils ne doivent pas être systématiques, mais ils ne le sont pas. On est extrêmement encadré dessus. Un suivi régulier se fait toujours. Et surtout, il est important de s'informer sur des méthodes alternatives, des matières actives. Et ça, c'est généralement notre technico-commercial qui nous en informe. Et réduire les doses un maximum, pardon. Mais il faut quand même savoir que tout ce que je dis, tout est vrai, mais surtout, tout dépend de notre terroir. On ne fait pas du tout ce qu'on veut. Et la réalité d'un agriculteur n'est pas celle de son voisin en fonction de la qualité de ses champs. Et ensuite, au niveau des énergies, du carburant, on peut tenter de le réduire en adoptant des modes de culture qui nécessitent moins de passage. On peut par exemple opter pour du semi-direct, mais il faut quand même avoir des terres qui s'y prêtent. Et après, des outils comme le GPS, par exemple, qui sont intéressants si notre parcellaire le permet. Et puis, c'est quand même des outils qui nécessitent beaucoup de trésorerie parce qu'ils sont très onéreux. Et puis toujours avoir les perspectives, c'est un exploitant agricole, il fait aussi des rotations de culture, éviter de faire du blé sur blé, du colza sur colza, ou vous ne pouvez pas faire du colza sur du drainage. Donc il y a aussi des compatibilités de terrain, comme l'a dit Pauline, effectivement, il y a des terrains qui sont plus limoneux, qui sont plus gras, plus humides. Et puis aussi, il y a des cultures qui ne se suivent pas, parce qu'il y a des maladies qui se généreraient. Et puis, il y a des situations où la culture ne peut pas se faire parce que le sol est encombré d'autres choses. Donc, tout ça mis bout à bout avec des engrais, avec un raisonnement sur les phytos, avec des méthodes de culture qui ont bien changé. Aujourd'hui, on voit de moins en moins des labours profonds, etc. On commence à ne plus trop retourner les terres. Alors, tout dépend des régions. Si je vous parle de la Champagne, dans le sable et dans la craie, là, on est encore dans une autre dimension. Mais on a une tendance à réduire, mais quand même, avec quand même des... Alors, si vous faites de la macroéconomie, on va dire depuis 1945, si je puis dire, depuis la guerre, entre guillemets, jusqu'à... Les exploitants agricoles français ont gagné un quintal tous les ans, en moyenne. Évidemment, il y a eu des bonnes et des mauvaises années. Quand j'ai commencé à travailler dans les années 79-80, il y avait par chez moi, du côté d'Orbel-Abbaye-Épernay, le club des 100 quintaux. C'était l'objectif. L'exploitant voulait arriver à 100 quintaux, donc des drainages, de l'engrais et des choses comme ça. Et depuis 2000-2001, on perd tous les ans un quintal. Donc ça veut dire que tous... Alors après, on en pense ce qu'on en veut. On n'est pas là pour faire la morale. Mais souvenez-vous, pour ceux qui ont un peu d'âge, les stocks de beurre de Noël qu'on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de stock de beurre. Et c'est la première année où l'économie France agricole, les exportations vont être égales aux importations. Avant, on était le dollar vert, comme avait dit un président ou des présidents avant. Et là, c'est de moins en moins vrai. Parce que tous ces effets, et on avait aussi des pays comme l'Ukraine, du temps des régimes un peu compliqués, des murs de Berlin, etc., qui ne produisaient pas. Et aujourd'hui, les pays produisent, nous continuons de produire, mais il va falloir aussi tenir compte de toutes ces nouvelles règles, et aussi que on est de moins en moins, on va dire, c'est pas productif, c'est pas qu'on n'est pas productif, mais les conséquences de tout ça font que le rendement diminue par chez nous. Et par exemple, dans les fruits et légumes dans le sud, les plats avec des produits du sud commencent à 50% des produits du côté de Nice ou du côté de la Côte d'Azur viennent d'ailleurs et ne viennent plus de chez nous. Donc, c'est des considérations à prendre en compte. Voilà pour les engrais, les traitements et les phytosanitaires.
Donc, comment gérer les investissements, les amortissements? Donc, plusieurs cas de figure, hein. Si vous avez la chance d'avoir un exploitant qui est exonéré de plus-value parce que son chiffre d'affaires moyen sur 2 ans est inférieur à certains seuils, bah, lui, il va revendre du matériel, hein, sans plus-value, sans charge sociale. Donc, il a peut-être intérêt à investir, alors que son voisin qui, lui, a peut-être plus de chiffre d'affaires, bah, lui, va donc payer les conséquences fiscales de son désinvestissement. Donc tout ça met encore des situations différentes. Pas dans une bonne année, effectivement, quand au mois d'août, vous voyez que la récolte est bonne, les rendements sont bons, que les prix pourraient se tenir, que vous allez faire une bonne récolte. Si vous achetez un tracteur au mois de septembre, vous allez amortir que les 3 ou les 4 douzièmes si vous clôturez le 31 décembre. Donc ce n'est pas quand l'année est bonne qu'il faut investir, c'est d'essayer d'imaginer avant. Et vous avez bien compris notre message, on n'est pas capable d'estimer. Et au contraire, on va dire, on va peut-être estimer, comme l'année est bonne, les constructeurs vont peut-être améliorer le prix du matériel. Et donc là, il faut aussi ne pas vouloir courir, j'investis, moins d'impôts, moins de MSA. Alors c'est vrai globalement sur la durée, mais c'est à court terme, il peut y avoir d'autres conséquences, parce qu'il faudra payer la mensualité ou l'annuité. Donc pas d'investissement dans une année bonne, hein, parce que les amortissements sont calculés sur 12 mois. Par contre, vous pouvez faire du dégressif, hein, en agriculture quand c'est du matériel neuf qui est très cher, hein, on a du matériel très cher, donc on peut faire du dégressif, mais si je suis en dégressif, j'amortis tout de suite, il me restera moins pour après, et il faut toujours essayer d'avoir, en gros, enfin, si tout était parfait dans ce bas monde, il faudrait que le revenu agricole avant MSA soit égal au plafond de la sécurité sociale qui va être de 32 ou 33 000 euros, qui vous permet d'avoir le maximum de points retraite, que si vous êtes au-dessus, vous cotisez pour la solidarité nationale, qui est bien, hein, on ne critique pas, mais l'exploitant a peut-être besoin de sa trésorerie. Si la trésorerie est suffisante et si on a l'espace pour stocker, on peut décaler les ventes, c'est-à-dire qu'au mois d'août, on n'est peut-être pas obligé de vendre tout de suite. On peut peut-être attendre le mois de mars, quand les coopératives auront liquidé les stocks de la récolte, et qu'elles auront besoin de matière pour vendre sur leur contrat. Et là, elles vous donneront des primes de stockage, qui a quand même pour effet d'améliorer le prix de vente. Et là, par contre, on dégage le résultat l'année suivante dans le bilan N+1. Et donc, les impôts et la MSA n'arriveront que l'année d'après. Donc, gestion de trésorerie, et ça, votre conseil en tant qu'expert comptable doit être, il faut faire des calculs. Et là, c'est important parce qu'on peut faire gagner de l'argent, anticiper ou reculer des sorties de trésorerie. Utilisation, pardon. Oui. Non, bah après, ces calculs, ils sont toujours forcément extrêmement théoriques, hein. En fait, sur le terrain, il faut quand même avoir une capacité de stockage intéressante. Oui. Il faut arriver à stocker dans de bonnes conditions. On a des parasites qui peuvent s'installer dans nos céréales stockées. Et on n'est pas toujours forcément en cohérence directe avec les chiffres de notre expert comptable. On fait ce qu'on peut avec quand même ce qu'on a. Voilà, mais on a quand même un rôle important, c'est-à-dire que moi je disais toujours, avec mes exploitants, j'avais comme un tunnel. Il y avait un revenu, on va dire, théorique, et on devait pouvoir se permettre plus 15 ou moins 15%. Le résultat, il n'est pas mathématique, il n'est pas linéaire. Mais quand vous flottez dans un tunnel, vous êtes dans ce qu'on appelle le prix objectif ou le prix qui vous permet de couvrir vos besoins. Et c'est ça l'objectif numéro 1. Et comme je disais toujours, quand je faisais de la formation à les comptables et tout, si votre prévision colle, c'est que ce n'est pas une bonne prévision. Une bonne prévision, elle ne peut pas être juste. Par contre, elle vous permettra, en fonction de ça va mieux que la prévision, qu'est-ce qu'on fait? Ça va moins bien de la prévision, comment on réagit? Mais ayez toujours au moins un guide, ne serait-ce que pour pouvoir conseiller au plus juste votre exploitant, sous le côté économique, et puis le côté fiscal et cotisation sociale. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et puis, un client ne vous reprochera jamais de donner un conseil, sachant que le conseil, par définition, il est ce qu'il est à un instant T, compte tenu des clés qu'on a à ce moment-là. Mais ayez toujours une vision à 1 an ou 2 ans de l'exploitation. Et tu veux faire la moyenne triennale? Vas-y. Et puis, vous avez aussi en fiscalité ce qu'on appelle la moyenne triennale. Comme les revenus agricoles sont très fluctuants, ils peuvent passer de, je ne sais pas moi, de 80 000 à 20 000 à 100 000. Enfin là, je dis des choses qui me sortent par la tête. Vous êtes taxé sur le revenu, mais en agriculture, il y a ce qu'on appelle la moyenne triennale. Quand vous avez plusieurs années d'exploitation,
vous pouvez dire, quand vous avez 3 années, j'opte pour la moyenne triennale l'année 3 et plutôt taxé sur mon revenu N plus 3, je fais le N plus 3 plus le N plus 2 plus le N-2 plus le N-1, je divise par 3 et je suis taxé là-dessus. Quand vous êtes en phase de revenus croissants, vous retardez l'imposition. Donc, vous avez de la trésorerie disponible à l'instant T, à gérer. Cette option, elle est faite pour 3 ans. Vous pouvez en sortir au bout de 3 ans. Donc, on désopte. Hein, il y a du courrier, mais on est des comptables, l'administratif, on sait ce que c'est. Par contre, si vous êtes en phase de revenus décroissants, pour une raison quelconque, eh bien là, le revenu de l'année N, qui sera moins bon l'année prochaine, ne pourra pas rentrer tout de suite dans votre moyenne triennale. Et vous aurez à sortir de l'impôt alors qu'on vous rendra l'impôt dans l'année N plus 1 ou N plus 2. Donc, technique très bonne, mais à utiliser avec prudence et pas systématique. Voilà. Ce n'est pas parce que ça marche un an, coup de balle, on a fait une bonne année, on a une triennale, on dit voilà, je vous ai fait économiser, on enrobe un peu le produit, mais ayez quand même une vision très long terme avec ça. Hein. Mais puis après, il y a des tas de montages. En fiscalité, on préparera pour l'année prochaine. On vous proposera les holdings ou pas en agriculture, une société. Là, j'ai une réponse. Je parlerai d'ailleurs de la protection sociale incluse ou pas dans le résultat. Il faudra en parler parce que c'est quelque chose de très important, mais on vous répondra tout à l'heure. Donc, il y a des moyens. Alors, il y a la prévision, j'ai un assolement, des rendements théoriques et un prix théorique. Donc, tout ça, c'est votre job avec l'exploitant au début de campagne pour savoir ce qu'il veut faire. Bon, lui, il connaît son assolement. Nous, on n'est pas capable de dire qu'il faut faire des betteraves, etc. Mais avoir un guide, et en fonction de ce que la réalité économique, financière et cours du jour vous apporte, et là, vous le vivez en live avec votre client, hein, puis vous êtes au courant des rendements, et bien là, vous devez réagir assez vite et faire une prévision rectificative ou qui permettra de corriger ou d'améliorer ce que vous avez fait. Eh bien, voilà pour cette présentation du jour. La semaine prochaine, on vous parlera d'un autre levier très important pour le résultat agricole, c'est le stock. On va expliquer comment on le gère comptablement et surtout comment on l'optimise. Donc ça, c'est lundi prochain. Plus qu'à préparer le diapo. On a 3 questions, on va répondre. Voilà. Alors, il y a une question qui... Alors, effectivement, on nous dit accord UE, Inde, à citer dans votre présentation. Effectivement, il a été signé il y a à peu près une dizaine de jours, mais notre présentation a été faite il y a 3 semaines, 1 mois, donc on est un peu en retard, mais bon, il faut bien un moment faire les choses. Alors évidemment, tous ces contrats Mercosur, UE, Inde, et puis un autre, libre-échange UE-Australie, va venir aussi impacter, sûrement changer le visage de nos agricultures. Nos agricultures et nos agriculteurs, ça c'est évident. Évident, comme on l'a vu tout à l'heure, le Mercosur, alors... Si vous êtes pessimiste, vous dites ça y est, c'est encore une cata, c'est encore un truc sur moi. Le Mercosur signé il y a 1 mois n'est pas responsable des difficultés agricoles des années d'avant. Et quand on fait un calcul macroéconomique, ce que j'aime bien faire, c'est que l'apport de viande d'Amérique du Sud, c'est 1 beefsteak par an par Européen. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Les échanges avec l'Australie, j'ai connu une époque où l'Australie, le cours mondial du blé à 125-130, négociait à 25 € la tonne. Est-ce que c'est un cours normal? Par contre, le monde est ce qu'il est, et on s'aperçoit aujourd'hui que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prendre du recul par rapport au Mercosur, comme je disais avec certains, un économiste m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il faut être pour, mais je sais que je ne peux pas être contre. Avec tout ça, on en fait ce qu'on veut. On s'aperçoit que l'agriculture est un des éléments de ces grands contrats. Et c'est un élément marginal, parce que derrière, il y a de l'industrie, il y a de l'énergie, il y a du lithium pour nos ordinateurs, nos portables, etc. C'est des monnaies d'échange. Et aujourd'hui, l'agriculture France, il y a sûrement des choses à régler, à faire, à voir dans nos exploitations. Hein. Moi, je dis toujours, il faudrait inventer un bénéfice agricole qui fasse 3 revenus. Un revenu pour vivre, un revenu pour investir et maintenir l'exploitation en bon état, et un revenu pour l'achat de foncier.
Parce qu'un agriculteur, en général, j'en connais des centaines, 80% n'ont qu'un seul objectif, c'est acheter du foncier. Parce que ça, on est propriétaire, parce que je suis chez moi, parce que plein de choses. Donc tous ces contrats, évidemment, vont faire bouger les choses, mais aussi, on peut aussi avoir des bonnes nouvelles. Vous avez entendu comme moi que les voitures thermiques, enfin diesel, devaient être annulées en 2035, c'est reconduit en 2050. C'est peut-être l'avenir de la betterave. Le bioénergie, je vois chez moi entre Reims et Rethel, Bazancourt, qui a un centre de recherche sur l'avenir de carburant vert, était en stand-by parce qu'il avait dit 2035, le diesel s'arrête, nous on est foutus. Depuis 15 jours, on se pose la question si ce n'est pas l'avenir de la betterave. Parce que la voiture électrique, elle pollue. Quand on fait l'inventaire, en plus et en moins, hein, sans jugement de valeur, parce que les choses bougent et tant mieux et tant pis, mais c'est comme ça. Les choses vont bouger, mais elles vont aussi bouger chez nous. Donc, il y a peut-être des choses à voir, à faire, à revoir. Hein, je vous dis, cette année, la tonne de betterave est à 25 € la tonne. Moi, 25 € la tonne, hein, ça vaut rien, ça vaut rien. Donc, ça veut dire que les exploitants vont arrêter de faire des betteraves. Dans une coopérative, principe d'équité ou d'égalité, notamment dans le soutien d'un agriculteur en difficulté. Waouh, oui, très bonne question. Ça dépend de la coopérative, ça dépend du conseil d'administration, oui. Ça dépend de l'endettement. Est-ce qu'il y a une capacité de survie ou au rééquilibrage de l'exploitation? Il y a aussi, moi je connais par chez moi des groupements fonciers mutuels. Un groupement foncier agricole, c'est vous mettez les terres dans un groupement foncier où vous donnez des parts à vous, votre épouse, vos enfants, enfin, pour que ça reste dans la famille, avec des règles bien précises. Mais on voit aussi, le monde agricole est un monde de solidarité. Un agriculteur ne laissera jamais tomber son copain, son voisin, si à la moisson il est malade ou la moisse ne marche pas. Il y a une solidarité qui existe, une mutualisation qui existe. On va toujours me montrer le cas qui ne va pas, mais il faut être relativement positif. Alors, quand c'est ça, qu'un exploitant a des difficultés, ben souvent, on lui demande de faire le point. On essaye de mettre aussi en place des cellules qui intègrent l'administration, la MSA, des comptables, parce qu'il y a souvent aussi du psychologique. Hein, c'est très bizarre. Et puis, je crois qu'il faut être honnête, entre nous, on est des comptables. Quand une exploitation ne va pas et qu'on détermine qu'elle n'ira pas, est-ce qu'il faut laisser les gens dans cette situation? Donc, les coopératives, des fois, alors, il y en a qui annulent des dettes et qui les font peser sur la solidarité. Mais si vous le faites, il faudra le faire aux autres. Il y en a qui demandent à ce qu'on vende du foncier. Il y en a qui... Alors, après, c'est du cas par cas. Mais à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Il faut être réaliste. Et puis, comme l'a dit Pauline, c'est des coopératives très... enfin, pas dire humaines, c'est pas qu'elles sont humaines, elles n'ont pas été humaines, elles gèrent leur... mais qui essayent d'être proches des gens et d'essayer de les soutenir. Mais avec une certaine limite. D'une manière générale, en fait, quand même, les coopératives, quand elles prennent de l'importance, il y a un vrai manque de transparence vis-à-vis de l'agriculteur. Et on ne sait plus forcément pourquoi on paye cette coopérative. Les prix ne sont pas forcément négociés à notre avantage, en tout cas, on a cette impression. Et c'est quand même ce qu'on évite quand on est sur une petite coopérative. Alors, c'est toujours très compliqué parce que moi, je connais des coopératives par chez moi. Donc, il y a Vivessia Champagne qui est un monstre, vu par nos clients ou par le monde, mais ce n'est que 5% de la récolte mondiale, c'est-à-dire zéro. Il n'y a aucun poids sur le marché, aucun poids sur le prix de vente. Et puis, vous avez une petite coopérative à Esternay qui est beaucoup plus petite, qui a des niches, qui vend à des meuniers. Ça marche. Donc, après, le monde est ce qu'il est. Il y a... Et puis, vous avez vu aussi que le groupe Soufflet, qui est un groupe privé de négociants qui a arrêté il y a 4-5 ans, a été racheté par un groupement de coopérateurs. Donc, tout ça bouge dans tous les sens. Pour mettre en place l'agriculture de demain, avec des jeunes de demain qui seront exploitants agricoles, avec des règles du jeu nouvelles, des règles du jeu techniques, hein, une vision de l'agriculture qui n'est plus celle de leurs parents ni de leurs grands-parents, une vision plus montage juridique, financier, fiscal. On voit de plus en plus de holding, de sociétés à l'IS. Ça se réfléchit. Il faut savoir pourquoi on le fait.
hein, parce que si on fait quelque chose, ben, ça veut dire qu'on se prive de certains outils, on en gagne d'autres. La gestion est plus la même. À l'IS, c'est une gestion dans la société, et c'est la société qui gagne ou qui perd. Enfin, c'est un peu bête hein, ce que je dis, mais c'est un peu comme ça qu'il faut la voir. La question incluant la protection sociale. Oui, les cotisations, évidemment, sont déduites du résultat dans tous les cas. Quand vous êtes exploitant individuel, évidemment, là, M. Dupont, il aura sa cotisation sociale, maladie, vieillesse, retraite, etc., déduite, son CSG déductible déduit. Mais si votre résultat... Alors, j'allais dire, on le déduira tout le temps. Si vous êtes en société, en SEA, en ORL ou en GAEC, en général, on ne les déduit pas dans la société. C'est pris par une rémunération de 1 500, 2 000 ou 3 000, enfin, ce que vous avez voté à l'Assemblée générale. Et l'exploitant cotise de son côté pour éviter de faire payer les cotisations par la société et partager ses cotisations sociales par l'ensemble des actionnaires. S'il y en a un qui a plus de revenus ou il y en a qui ont d'autres revenus à côté, qui a un gros revenu, qui fait payer sa MSA par la société, l'autre va peut-être dire, mais c'est bien gentil, mais moi, il y a peut-être un enrichissement sans cause, enfin, vous pouvez imaginer. Donc en général, dans les sociétés, on évitait de faire payer les charges sociales par la société. Chaque exploitant était autonome de son côté sur ses cotisations, comme s'il prend une cotisation complémentaire retraite agricole, etc. Ce n'est pas la société qui répartirait le résultat social d'une façon différente. Ce que je veux dire, c'est dans mon raisonnement, j'ai souvent entendu les exploitants agricoles, comment dire, la MSA c'est cher, enfin vous voyez, on va pas, tout ça c'est vrai, hein, bon, les taux sont ce qu'ils sont, c'est à peu près comme les commerçants, les artisans, et si on prend les salariés entre la cotisation patronale et salariale, on est peut-être à peu près pareil, hein. Après il faut prendre cas par cas. Mais dans le raisonnement économique, n'oubliez jamais que la cotisation sociale de qui que ce soit, c'est un capital social que vous avez. Vous cotisez sur votre salaire, j'ai cotisé sur mon salaire, un exploitant cotise, un commerçant cotise, mais pas pour faire des trous dans la sécu. Il cotise pour des besoins et ça vous donne un capital social qui vous permet, alors des allocations familiales si vous êtes, je ne vais pas vous faire la litanie, une couverture sociale, un retraite, donc c'est un revenu de substitution que vous avez fourni. Et l'exploitation doit non seulement être capable de gérer ses besoins, remboursement d'emprunts, autofinancement, le résultat, quand on décortique le résultat, eh ben, il faut l'intégrer dans la rémunération parce que la rémunération sociale, c'est bien du revenu d'aujourd'hui pour du revenu plus tard. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours déconnecté de mon raisonnement de revenu économique et mon revenu objectif afin de ne pas le rater. Oui, voilà, non mais ok, alors, bien sûr, on peut le déduire de la société, mais vous allez avoir le résultat social qui va en prendre un coup. Est-ce que tous vos actionnaires sont d'accord? Après, il faut que ce soit une décision d'assemblée générale. En expliquant s'il y en a un qui paye 40 000 et l'autre ne paye 20 000, celui qui paye 40 000 se fait payer la moitié par celui qui n'en paye que 20 000. Donc, il faut bien l'analyser et bien le dire. Évidemment, on les retraite dans les codes-parts, évidemment, vous avez toujours raison. Mais après, il ne faut pas que ça soit sujet à difficulté dans nos GAEC, sociétés SEA, etc. Ah, comme un papa, imaginez un papa et un fils. Le papa paye une grosse cotisation sociale, le fils une petite. Donc, c'est-à-dire que le fils paye pour son père. Ses frères et sœurs qui ne sont pas dans l'agriculture, et n'oubliez jamais, on a, par chez moi, on a la main, plus de 70% de nos exploitants sont en société agricole. Le problème n'est pas, les problèmes juridiques ne viennent pas souvent des deux compères qui sont associés. C'est quand il y a des donations de parts et qu'une sœur, un frère ou une belle-sœur, un beau-frère vient et se dit, bah, tiens, au fait, tu as payé la cotisation de ton père, ou le frère, bah, tiens, ton frère, il s'est quand même fait une cotisation gratuite sur les revenus de ton père et moi, ta part. Donc soyez vigilants, vigilants. Ça veut dire, si vous le faites, sachez-le pourquoi vous le faites, que les gens soient d'accord, décision d'Assemblée générale, pour qu'on ne dise pas un jour le comptable, c'est lui qui a fait que. Et ça, c'est la pire des choses, défaut de conseil ou conseil pas justifié, enfin, etc. Soyez vigilants, expliquez-le et montrez les conséquences collatérales de tout ce que vous prenez en charge. Parce qu'après, c'est compliqué. Je peux vous garantir, c'est compliqué.
Et j'ai vu des sociétés où, évidemment, les avocats, pour régler, alors après bon, on n'est pas là, mais soyons factuels, expliquons tout ce qu'on fait. Dans l'intérêt des exploitants, toujours. Donc voilà pour la partie questions. Si vous en avez d'autres, c'est le moment. Alors, dans le chat, normalement, on a fait le tour. Et on en discutait d'ailleurs en démarrant notre présentation. Si vous avez des recommandations, des sujets que vous aimeriez être traités par ce comité, allez-y, vous pouvez nous dire dans l'espace chat, on sera ravis de pouvoir y répondre. Selon vous, constatez-vous une utilisation de matériel via des CUMA, via des prestataires de services pour éviter... Oui, beaucoup. Alors, les CUMA, c'est une grande idée qui a plus de 20 ou 30 ans. Hein, c'est donc une société avec des exploitants agricoles qui achètent du matériel agricole et qui les fait travailler pour ses adhérents. Comment dire? Tout ce qui est mis en commun. J'en ai vu des mises en commun d'exploitants hors famille. Le problème économique, vous allez faire des cartons, ça va économiser, etc., c'est sûr, c'est certain. Mais le psychologique, des relations humaines, quand vous avez une Westbat, il y a 7 adhérents, qui fait beau au mois de juillet, on démarre par qui? Ah oui, mais c'est toujours le même. Ah oui, mais moi j'aurais dû. Oui, ça devrait. Le monde agricole étant un monde solidaire quelque part et mutuel quelque part, mais l'humain revient. Par contre, je crois plus à la deuxième partie de la question de M. Le Gardanel, les sociétés, quand vous avez... Alors, il y a des ETA, des entreprises de travaux agricoles patentées qui ne font que ça, qui viennent travailler chez vous, vous leur demandez de vous labourer, de vous faire de l'ensilage de maïs, enfin, je ne sais pas, moi, peu importe, hein, ils savent tout faire. Et il y a un prix. Un prix, vous négociez le prix, une sorte de contrat où je viendrai faire ça. Alors pareil, ça marche bien parce que souvent les gens, ces SARL ont du gros matériel, très efficace, très technique, mais le monde agricole a besoin des mêmes personnes au même moment. Il fait beau au même moment, le blé mature au même moment. Alors il faut gérer tout ça. C'est pas évident. Mais ça marche bien, les SRL. Par contre, j'ai géré et j'ai travaillé beaucoup avec des SRL de prestataires de services. Ce sont des gens qui ne gagnent pas leur vie. Parce que le coût du matériel, la réparation, le nombre de salariés, le temps de travail, le temps et le climat, le temps de travail et le climat, on travaille tout le temps, etc. Enfin, même, c'est compliqué. Par contre, on voit de plus en plus des exploitants agricoles qui ont du matériel et qui travaillent pour leurs frères, leurs cousins, leurs voisins ou des choses comme ça. Parce que ce ne sont pas des grosses exploitations de travaux agricoles. Donc, dans ce cas-là, ils montent une SARL, parce que le chiffre d'affaires, plus de 120 000 € moyenne sur 2-3 ans, est dépassé. Ils ne peuvent plus les garder dans les bénéfices agricoles. Ils font une SARL, ils travaillent aussi pour eux-mêmes. Et là, ça marche mieux, parce qu'il y a moins de monde. En général, on est de la même obédience, on fait à peu près les mêmes cultures, enfin, etc. On se reçoit, on prend l'apéro, puis on dit tiens, on va faire ci, on va faire ça. Et là, ça passe bien. Et moi, je suis assez partant pour ça, parce que vous avez des gens qui ont des ERL, qui ont des SARL, qui ont même des fois un GEC ou un groupement forestier. Et là, comme ça marche plutôt bien, la holding vous servira à faire plein de choses. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'on est dans des exploitants agricoles qui sont fiers de leur travail parce qu'ils savent qu'ils nourrissent le monde, entre guillemets. Mais quand il faut travailler et que tout arrive en même temps et qu'il fait beau en même temps, et la météo étant un des critères importants de l'agriculture, ils sont toujours là, ils sont la météo. Moi, une fois, j'avais donné des résultats, on avait fait des résultats économiques en disant avec un soleil c'est bien, non 3 soleils c'est très bien, 2 soleils c'est moyennement bien. L'exploitant nous a dit moi c'est quand il pleut que je suis content, je veux pas de soleil. Enlevez votre soleil de votre tableau, mettez-moi de la pluie. Donc voilà, l'humain, et nos exploitants agricoles sont super, hein, on fait des belles choses avec eux, mais humainement.
Eh bien voilà, je crois qu'on a répondu à tout le monde. On va clôturer alors cette présentation. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des conseils et surtout des sujets, des idées. On est preneur. On est preneur. Et donc, on se dit à lundi prochain pour parler gestion du stock. Et d'ici là, mangeons français. Très juste. Et puis, vos